Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission politique Calédonie 2024. Avec moi ce soir pour animer cette soirée, Hubert Giraud. Hubert, bonsoir. Bonsoir Falaï, bonsoir à tous. Alors, vous êtes responsable de VVF Nouvelle-Calédonie. On se retrouve côte à côte pour cette émission. Dispositif inédit parce que l'enjeu est de taille. Et oui, il y a 15-20 ans, la transition écologique était seulement un sujet porté par les associations de protection de la nature. Aujourd'hui, il est porté par l'ensemble de la société, dont le monde politique. Alors, au-delà du discours qui répond à une exigence de l'opinion publique, est-ce un véritable projet de société que nos décideurs poussent sur la table ou est-ce que ce sont seulement des mesurettes, véritable transition écologique, mesurettes? C'est à cette question que le WWF et Calédonia souhaitent obtenir réponse de la part des candidats engagés dans les prochaines provinciales. Et nous serons ensemble durant 30 minutes avec comme invité Jacques Lallier, tête de liste UC pour la province des îles, avec un programme en 3 parties. Et oui, nous allons tout d'abord, pour un tour de chauffe, poser des questions personnelles, très courtes. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet sur le projet de transition écologique de la province des îles, porté par notre candidat. Et enfin, nous finirons par une question sortie du fameux panier 2050 pour se projeter un peu au-delà de 2024. Merci Hubert et on retrouve tout de suite notre invité. Jacques Lallier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Lallier. Bonsoir. Alors, vous êtes tête de liste UC FLNKS pour les îles Loyauté. Vous n'êtes pas nouveau dans la politique, vous avez derrière vous un long parcours chez les indépendantistes. Vous êtes conseiller provincial des îles de Loyauté, c'est votre 4e mandat et vous siégez au Congrès. On a tout juste. Oui. On va commencer cette émission avec des questions personnelles. Monsieur Lallier, quel est le dernier geste pour l'environnement que vous ayez fait? Le dernier geste pour l'environnement, tous les jours, je ramasse les poubelles moi-même. Et puis je vais laisser les poubelles quand les camions y passent pour ramasser. Donc c'est tous les jours. Quand je suis à Nouméa et quand je suis à Lifou. Et le prochain, ce sera quoi? Le prochain sera l'application d'une politique environnementale que je pourrais qualifier de préventif dans le secteur de l'environnement et notamment dans le cadre de la gestion des prochaines de la province des îles. Alors on va garder ça pour la partie développement. Je vais revenir plutôt à quelque chose de personnel. Au champ, vous êtes plutôt motoculteur ou baramine? Au champ, je suis plutôt baramine et pioche. Et je lis mon mandat politique à des activités d'agriculture. Et donc, des 3 petits champs que j'ai réussi à faire entre la mission politique et la vie de tous les jours. D'accord. Bien, je vous propose de poursuivre avec la deuxième partie où on vous attend sur des aspects précis sur la transition écologique pour la province des îles. Jacques Lallier, alors le plus grand défi pour la province des îles, c'est la gestion de l'eau. On le sait déjà, il n'y a pas de rivière aux îles. À Ouvéa, il n'y a pas d'eau douce, on récupère l'eau de pluie dans les citernes et il y a également un réseau d'eau relié aux 3 unités de dessalement. À Lifou et Marais, l'eau est captée par forage dans la nappe. C'est une ressource très fragile. Comment allez-vous la sécuriser? Vous savez que ça fait quelques années que avec les organismes d'études, on avait mis en place des analyses qui permettaient d'avoir notre capacité de décision. C'était un organisme qu'on avait mis en place pour l'aide à la décision des politiques publiques, et notamment dans l'environnement. Et concernant l'eau, en tout cas dans les provinces, les communes sont déjà bien avancées dans le cadre de la préservation de l'eau.
Sur OVA, effectivement, il faudra qu'on renforce un petit peu ces outils de transformation de l'eau, puisqu'il n'y a pas d'eau, et de même à Tiga. Mais en tout cas, c'est fondamental pour nous que l'eau, et en tout cas les nappes, soient préservées. Et donc, je disais tout à l'heure qu'avec les partenaires, notamment l'IRD, on avait déjà fait des études et on sait que les couches d'eau ne sont pas forcément, il n'y a pas une couche d'eau qui est liée entre elles. Et donc, on doit préserver chaque partie là où il y a des couches d'eau qui sont consommables. Par ailleurs, la principale difficulté de la préservation de l'eau, ce sont les déchets. Oui, bah justement, je viens dessus. On dit que c'est une ressource très fragile justement parce qu'elle peut être facilement polluée par des infiltrations liées aux activités en surface. Pourtant, seul l'IFU dispose d'une déchetterie. Sinon, à part les matières dangereuses, on enfouit ou on incinère les déchets dans les centres d'enfouissement. Il y a un décalage. Disons qu'il y a un travail qui a débuté, et donc il doit être continué. En tout cas, il y a un projet sur Marais qui doit être réalisé dans le cadre d'un cofinancement entre la commune et la province. Effectivement, on a eu toujours des difficultés parce que ce sont les problématiques de négociation. Vous savez qu'il y a 99% de foncier qui appartient aux coutumiers, donc le partenariat avec les coutumiers dans le cadre du développement économique, mais aussi dans le travail qu'on va avancer avec sur les problèmes de l'environnement et de l'écologie sont fondamentaux. Donc, en tout cas, concernant l'IFU et Marais, effectivement, le développement des ateliers mécaniques, donc des véhicules, fait qu'on a des problèmes avec ce risque, mais on est en train d'organiser, d'ailleurs en partenariat avec la Nouvelle-Calédonie, qui doit d'ailleurs être peaufiné pour faciliter beaucoup plus la mise en place des dossiers, puisque avec la DI3T, c'est un peu toujours difficile et les projets sont financés en retard, puisqu'il y a un fonds qui a été mis en place. Et donc on doit continuer à structurer ce secteur, notamment donc, dans la prise en compte des déchets, en même temps dans le transport, l'évacuation vers Nouméa et vers la Nouvelle-Zélande selon les filières, et aussi rassembler et travailler au niveau des îles. Vous savez, il y a même des personnes, ressources, des gens locaux qui ramassent les boîtes de bière, par exemple, qui vont récupérer, qui ont fait un tas pour écraser, puis pouvoir revendre sur Nouméa pour être confectionné, pour que ça puisse être réutilisé pour le contenir et utilisé par les organismes, les sociétés de transformation. Vous parliez d'un fonds, donc de l'argent disponible, vous parliez de Marais également. En 2013, la Chambre d'agriculture avait recensé et rassemblé sur le site de l'UIAC tous les pesticides périmés. On était à 250 kilos de pesticides qui depuis dorment sur le site, des fûts qui rouillent, qui peuvent fuir. Il y a le fameux TAP, ce fonds de soutien aux actions de lutte contre la pollution qui est disponible. 6 ans après, qu'est-ce que l'on attend pour les évacuer ? Ça va être un des points majeurs, points urgents qu'on va régler, puisque c'est vrai qu'à un moment donné, nous, la société kanak, elle ne pollue pas dans sa réalité, dans son histoire, parce qu'ils consomment des produits locaux et donc ils les plantent pour consommer. C'est le commerce, la société de consommation qui a développé, qui a interpénétré notre société, qui fait qu'on est aujourd'hui aussi producteur de déchets qui
qui salissent nos paysages. Et donc aujourd'hui, on doit avoir une conduite qui doit être différente par rapport à nos comportements culturels et historiques et par rapport à ces nouveaux déchets. Mais en tout cas, les cultivateurs, les agriculteurs défendent l'agriculture bio, totalement bio. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'on revise la convention avec l'organisme qui garde et qui préserve ces structures, parce qu'il faut qu'on puisse faire les études et puis qu'il soit un suivi pour qu'il y ait un point qui soit fait, pas seulement un partenariat neutre, un partenariat actif qu'on doit promouvoir, en tout cas au niveau des îles. Autre sujet lié à l'eau, mais au tourisme également, c'est le tourisme de croisière. On est passé de 5 bateaux par an en 1995 à 100 bateaux par an aujourd'hui à Lifou. Seulement quand on voit débarquer plus de 2000 touristes d'un coup à Yasso, où il n'y a qu'un seul bloc sanitaire, on peut se demander si on n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Non, parce que le problème des îles ou des pays en voie de développement qui sont excentrés par rapport En fait, ce qui s'est passé, c'est que la colonisation a concentré l'économie sur Nouméa avec cette espèce de commandement de porte-avions par rapport à tout ce qui est importation qui fait que tout se fait à Nouméa. Et donc, quand les gens qui ont initié, j'étais aussi un peu accompagnateur, c'est pour permettre à des gens d'avoir des revenus. Puisque, comme je vous dis, on est maintenant dans la société de consommation, donc il y a des besoins nouveaux, notamment à travers l'utilisation de la monnaie. Et donc, il fallait qu'on essaie de pouvoir avoir une distribution de monnaie à la population. Et c'est pour ça que ça a été l'objectif prioritaire. Aujourd'hui, on est dans cette volonté politique aussi bien les coutumiers, puisque dans le code de la province, code de l'environnement de la province, les coutumiers, on a beaucoup travaillé avec eux, et tout en sachant qu'on ne peut rien faire sans eux dans les îles. Et donc aujourd'hui, la politique qui est coordonnée et lancée par aussi bien les coutumiers et les politiques, c'est bien d'adapter le développement par rapport à la sauvegarde de la nature. Parce que comme je vous disais, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait encore dans la pleine résolution des problématiques environnementales. On est beaucoup plus dans une politique de prévention. Prévoir parce qu'il y a effectivement une société qui est en train de se développer et qui va nous mettre logiquement dans des politiques publiques, dans des choses qui vont pas être intéressantes pour l'environnement. Donc nous, on doit absolument corriger et puis rediscuter, rééduquer et peut-être discuter avec les autorités coutumières qui ont favorisé. Vous savez qu'on est en train d'aménager et réaliser le site de Yasso. On a lancé les appels d'offres, donc il y aura des travaux pour réaménager. Aujourd'hui, l'équipe qui gère l'opération du WET, ils ont multiplié les centres d'accueil, donc qui fait que ce ne sera pas concentré sur un endroit, mais ce sera, même s'il y en a 2000 qui arrivent, mais ça va être 500 par là, 500 par là ou 300 par là. Donc il y a un travail qui se fait pour accompagner et préserver l'environnement. En tout cas, le tourisme, ce genre de tourisme ne doit pas être considéré comme un tourisme de masse, puisqu'il est de passage quelques heures. Et tourisme de masse qui reste un jour peut être effectivement... Il y a quand même un impact, 2000 personnes qui arrivent d'un seul coup. Oui, mais ils sont encadrés. Ils sont encadrés, on les amène se promener et on les reprend et on les récupère. Ils ne vont pas dans
librement comme ça pourrait être effectivement un risque si on fait débarquer 2000 et puis donc c'est bien encadré. En tout cas, les gens qui vont là-bas, c'est pour aller visiter, c'est pas pour aller visiter les magasins de Nouméa, c'est pour aller visiter tout ce qui est nature. On va Donc, le revenir après, comportement, il est là. C'est un sujet en effet qu'on va aborder avec vous, Monsieur Lallier, qui est très important. En effet, le tourisme, ce sera notre deuxième sujet. Mais vous parliez juste à l'instant de prévention, c'est-à-dire d'une société qui est en train d'évoluer. Et en termes de prévention, il y a un aspect important qui va être l'adaptation climatique. Et nous allons poursuivre donc avec une question posée sur Facebook par Céline qui vous demande que compte faire l'UC pour l'érosion du trait de côte sur Ouvéa. Oui, c'est quelque chose d'important. À la limite, j'aurais dit qu'est-ce que feront les sociétés occidentales qui ont provoqué la montée des eaux avec tout ce qu'ils ont fait et même qui a amené la température à dégeler les eaux au nord et qui a amené justement la montée des eaux ici. Et c'est pour ça qu'on parle d'adaptation. Voilà, que là, donc, il faut réduire les émissions, mais en même temps, il faut s'adapter parce que c'est en train de nous arriver. Nous, les émissions à OVA, il n'y en a pas. Non. Comment on s'adapte? Voilà, donc plutôt par rapport à cette montée des eaux, comment préserver. Nous, en tout cas, à mon niveau, je compte bien lancer une étude pour voir comment on peut non seulement structurer les plages pour qu'ils deviennent des plages qui sont touristiques dans la mesure où il n'y a pas de saleté, il peut y avoir des bancs, il peut y avoir tout ce qui est aménagement, mais aussi pour savoir comment on peut atténuer les effets induits de ça. En tout cas, par exemple, à Ouvéa, on a mis beaucoup de temps pour la réalisation du projet du port, parce qu'on a dû corriger, parce qu'on a fait des études préalables pour que justement tenter de préserver la biodiversité et l'espace. Il faut se rappeler que Ouvéa a été classé Patrimoine mondial. Patrimoine mondial, et donc la volonté politique s'inscrit dans ce contexte-là. Et pas seulement politique, mais politique et coutumière. Mais il y a effectivement des choses à faire. Donc, soit qu'on doit mettre en place des choses pour travailler le courant. Voilà, c'est des études de courantologie qui seraient intéressantes à programmer, à faire pour qu'on puisse voir comment on peut pallier. Donc c'est un projet en étude. Jacques Lallier, on a bien compris que la gestion de l'eau, ça reste un défi majeur pour les îles. Il y a également un autre sujet capital dont on vient de parler pour les loyautés, c'est le tourisme. Le patrimoine culturel, mais aussi le patrimoine naturel, constitue la poule aux œufs d'or du développement touristique des loyautés. Dans votre programme, quelles mesures comptez-vous proposer pour l'augmentation de la fréquentation touristique n'entraîne pas la dégradation des sites naturels, mais aussi la surexploitation des ressources? Oui, d'abord, nous allons beaucoup travailler avec les partenariats avec la DIE, avec la BCI, qui, je rappelle, c'est une banque qu'on a mis en place. C'était sous Jean-Marie Tchibaou qui a eu la décision de le mettre en place comme une banque de développement. Aujourd'hui, se comporte un peu comme une banque normale. Donc on va discuter pour que le fonctionnement de ces banques soit notamment dans les îles, pour qu'on puisse travailler sur des projets touristiques, des petites unités, et donc structurer ce secteur. C'est pour ça que je vous parlais de la DIE ou l'INC, pour pouvoir mieux adapter le tourisme par rapport aux réalités locales et ne pas emmener des grosses structures qui risquent que nous ne pouvions pas contrôler après le fonctionnement, notamment par rapport à l'environnement. On a déjà des structures touristiques qui sont là, le projet
de Wazabé qui est en train de démarrer. Mais on considère que ça, c'est des moteurs. C'est des moteurs et derrière, on doit mettre les maillons qui doivent être tirés par le moteur pour pouvoir donc les structurer pour qu'il y ait une assise réelle. Et après, coordonner ce qui se fait dans les petites structures touristiques avec le tourisme de la journée, le day trip. Alors en parlant de ce tourisme de la journée, ce tourisme de croisière, qui quand même représente un tourisme de masse, c'est-à-dire ce sont des bateaux qui vont débarquer 2000 passagers. Ils prévoient même de doubler la capacité de ces bateaux. 2000 passagers, je fais un petit calcul. Admettons que un touriste sur 3 sortant du bateau souhaite manger de la langouste. On est à peu près à 700 personnes qui veulent manger. On joue à l'économie une demi-langouste par personne, sans toucher de bateau à Lifou par an. Ça nous fait 35 000 langoustes. Et si on passe de paquebot de 2000 à 4000 personnes, ça nous fait 75 000 langoustes par an. Vous les trouvez où? Non, le problème, c'est que votre exemple est complètement à côté de remettez-moi dans le droit chemin. Là-haut, les gens, quand ils viennent en bateau, ils mangent aussi sur le bateau. Ils mangent sur le bateau, ils ont tout, puisque tout est payé. Simplement, eux, ils viennent, il y en a qui viennent, et ils vont manger des choses simples, des ignames, ceux qui vont prendre des casse-côtes là-haut. Mais tout le paquet est déjà finalisé. Donc pour vous, il n'y a pas de risque sur les ressources naturelles sauvages? Ils ne viennent pas là pour manger des langoustes. Ou du bénitier, ou du troca. Voilà. On peut proposer, mais c'est pas ce qui est, c'est pas l'accord avec les organismes touristiques. Par ailleurs, moi personnellement, je verrai les autorités coutumières et les structures de développement pour notamment dans le cadre des réalisations qu'on est en train d'opérer, pour encadrer un peu le nombre de bateaux, parce qu'effectivement, c'est plus des endroits où les touristes ils viennent baigner à la mer avec des produits... les crèmes solaires. Crème solaire qui peut avoir des effets indus sur le corail. Et après, si on met en place des animations comme la plongée sous-marine, c'est pour aller voir des corails vivants, des vieux corails blanchis. des corails morts, ça sert à rien, quoi. Donc il y a par contre ce travail à mener pour préserver les sites marines. On l'entend, donc la protection de l'environnement, c'est un point important pour la province des îles. Ce n'est pas contradictoire avec la construction d'un hôtel de luxe à Lifou? Non, mais quand on fait du développement, on perd toujours un peu de soi-même. Ce qui est important, c'est de pouvoir maîtriser, parce que là on parle de l'hôtel, mais on peut parler du port, on peut parler de beaucoup de choses, des plateformes qu'on met en place pour participer, parce qu'on est aujourd'hui dans une société où on a besoin, les gens ont besoin un peu de monnaie pour pouvoir participer, pour pouvoir acheter d'autres produits que ce qu'ils fabriquent chez eux ou ce qu'ils produisent chez eux. L'hôtel est effectivement une structure qui peut avoir des risques, mais qui est nécessaire dans le... Je vous disais tout à l'heure que les grands projets, ce sont des moteurs. C'est comme un train. S'il ne tire pas, simplement, moi je pense que sur Lifou, ce sera le dernier projet d'hôtel, puisqu'on ne peut pas développer... c'est d'ailleurs comme OVA, il y a suffisamment. Par contre, à structurer, puis à mieux aménager, mieux travailler la coordination entre les chambres et la commercialisation des chambres, pour travailler avec des agences ou organiser nous-mêmes. C'est un peu l'économie au détriment de l'environnement, non? Voilà, oui, mais contrôler. Contrôler.
Mais alors si on veut que ce luxe soit compatible avec l'enjeu de préserver le capital naturel des îles, est-ce qu'il est prévu dans le projet la prise en compte, par exemple pour l'énergie? Vous parliez de locomotive pour tirer le train. Est-ce que c'est une locomotive qui marche au charbon ou qui marche aux énergies renouvelables? Qu'est-ce qui est prévu pour cet hôtel? Vous savez, on vient de loin dans les îles, parce que vous savez, on a trois fournisseurs, deux fournisseurs. Vous savez, en France, il y a l'EDF. Et il peut y avoir un paysan qui a sa production éolienne, et il revend à EDF, et c'est EDF qui trouve. Ici, la situation a fait qu'il y a la société calédonique qui est NACAL et la société EEC, qui est privée, qui a des conventions sur Nouméa pour 99 ans depuis 2 ans encore. Mais après, ce sont ces structures qui viennent sur les îles parce qu'il y a un besoin. Il n'y avait pas cette volonté de travailler cette électrification naturelle. En tout cas, aujourd'hui, Elle y est cette volonté. il y a cette volonté. L'exemple de l'IFU est flagrant avec tous les partenariats qu'on a mis en place avec d'abord les autorités coutumières, les sociétés productrices et les communes. Donc c'est pour ça que nous, dans notre projet, il n'y a que 3 communes. C'est pas comme au Nord, il n'y a que 3 communes, donc c'est facile à travailler un partenariat. En plus, c'est tous d'obédience indépendantiste, donc on a les mêmes options politiques, les mêmes directions politiques globales qui doit nous permettre de mieux travailler ça. On va tout de suite aborder 2 filières propres aux îles Loyauté, celle du santal et du copra. Donc on va commencer par celle du santal. L'essence de santal produite par la distillerie Sarinonengone est utilisée dans les produits de luxe d'entreprises mondialement connues comme Chanel. C'est une réussite et une vraie fierté. C'est également cadré parce que cette unité, car chaque année 15 000 pieds de santal sont replantés. Mais c'est aussi une ressource très convoitée. Il y a 3 ans, des hommes d'affaires étrangers proposent à l'IFU un prix d'achat supérieur à celui fixé avec la distillerie de Marais. Conséquence, en seulement 1 an et demi, il y a eu l'équivalent de 15 années de quotas de coupe. Qu'est-ce que vous proposez pour que ça ne se reproduise pas? D'abord, dire que c'est pareil quand il y a cette contradiction entre la conception locale et ces puissances qui arrivent, la puissance de l'argent. Il y a toujours des effets indus pervers et pas très bons pour la nature et pour les hommes. Parce que vous savez qu'il y a une personne qui a été obligée de rester au Vanuatu pendant 1 année, bloquée là-bas. Donc c'est pour dire que nous on a un code. On a mis en place un code et on doit appliquer très précieusement parce que ça y va pour protéger ce sont ces richesses-là qui sont importantes pour nous. Et c'est pour ça que il y a un travail qu'on doit continuer dans la réflexion avec les coutumiers, parce que chaque Kanak est quelque part un peu coutumier. Donc des fois, il y a des prises de position qui fait que ce qui est important, c'est qu'il y ait des réflexions en termes de collectivité, en termes de tribus, en termes de districts, pour pouvoir dire que il faut qu'on arrête, pour axer autre chose. Et c'est pour ça que je parlais de développement adapté, parce que si on veut qu'ils ne vendent pas n'importe comment, il faut leur donner autre chose. Parce qu'ils ont c'est par rapport aux mêmes besoins qu'ils vont vendre ça. Donc voilà, et c'est la conscientisation aussi. Mais je crois que les conflits qu'on a eus a fait que les Kanaks, les îles ont pris conscience. Et la société qui est amarrée, qui produit, qui replante, obligatoirement
effectivement permis de réguler un peu, mais qu'il faut en tout cas travailler encore parce que il faut avoir une relation commerciale, il faut que les autres puissent aussi, à l'écho par exemple, puissent bénéficier de l'usine sur Marais. Comment, donc ce sont des partenariats qu'il faut qu'on regarde, et puis, parce qu'il n'y a pas de compétition, non, de concurrence. Mais oui, c'est du gagnant-gagnant entre les îles ou du perdant-perdant, mais ce ne sera pas gagnant-perdant. Autre filière, monsieur Lallier, celle du copra. Alors c'est une savonnerie et une centrale électrique à OVA, il y a également 2 parfumeurs qui sont alimentés par Marais, avec une production en baisse, 2017 274 tonnes, l'année dernière en 2018 157 tonnes, c'est également des cocoteraies plutôt vieillissantes, c'est maintenant le problème d'un insecte tueur de cocotiers. C'est pas un paysage très optimiste et pourtant vous proposez de dynamiser la filière. Comment comptez-vous vous y prendre? Il y a déjà eu des réunions dessus pour effectivement permettre à ce que l'usine de Louvain soit fournie aussi, un peu comme le Santal, soit fournie aussi des autres îles. Et ce serait intéressant que les enfants qui vont planter dans le travail à l'école, on pourrait dire un homme, un cocotier, quoi, un enfant, un cocotier, un élève, un cocotier, ce qui permettrait d'ici là de développer ou d'asseoir encore une fois le développement de nos plantations des cocotiers, donc les cocoteries. Je voulais aussi rajouter qu'on a... Alors rapidement, parce qu'on arrive au terme de Voilà, donc on a aussi, dans nos relations économiques, puisqu'on est compétent dans les relations avec les autres pays de la Mélanésie, on travaille aussi avec le Vanuatu pour bien structurer l'apport à point, l'apport d'appoint pour que la vulgarisation soit toujours, la matière première soit toujours fournie. On commande bien le cacao à l'extérieur pour faire le chocolat. Donc, vous n'avez pas trop de cacaotiers encore aux îles. Alors on arrive au terme de cette émission, mais avant de nous quitter, je vous propose de tirer une dernière question, de répondre dans ce petit panier et d'y répondre. Alors, veuillez, non, vous ne regardez pas, vous prenez. Ah bon, je croyais que c'est la nouvelle mode après les interdictions de plastique. Alors, dans votre vision de la transition écologique de la Nouvelle-Calédonie, quelle place l'agriculture biologique occupera dans l'autonomie alimentaire en 2050? Il faut à un moment donné qu'on dit la production locale pour pouvoir créer l'emploi, mais on peut aussi dire que l'importation pour la protection de l'environnement. Dire par exemple, si on doit importer des produits qu'on ne doit pas fabriquer ici, parce que pour que ça soit fabricable ici, il faut mettre beaucoup d'engrais donc il faut sortir des vues qu'on a toujours. Il faut peut-être marier les choses parce qu'on est un petit pays. On a besoin certainement d'avoir un développement de l'emploi local et donc de produire nous-mêmes parce que c'est une identité, mais aussi au-delà, réguler protéger la production locale et réguler l'importation qui peut avoir des effets induits sur l'agriculture, sur la partie biologique de l'agriculture. Donc, moi je pense qu'il faut maintenant qu'on réfléchisse autrement qu'on en réfléchit aujourd'hui. C'est de devancer un peu les choses et puis de commencer à innover les pistes de réflexion et pas de continuer à opposer les choses. Ce sera le mot de la fin parce que l'émission est déjà terminée. Merci Jacques Lallier d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci Monsieur Lallier d'avoir répondu. Merci encore à vous. Prêté à ce jeu. On se retrouve mercredi prochain avec comme invité Virginie Ruffnac d'Avenir en Confiance. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.